C'est bon? Ok. Bon, bah, tu réfléchis. Donc, je vous fais aujourd'hui le rationnel et le mécanisme d'action des immunosuppresseurs. Alors, c'est des médicaments très importants parce qu'ils ont permis le développement des greffes d'organes ou de cellules, mais aussi le contrôle de certaines maladies auto-immunes. Il y a plusieurs classes qu'on connaît. Les drogues antiprolifératives qui sont celles qui ont été développées initialement. Et puis des molécules qui inhibent de façon ciblée une des étapes de la réponse immunitaire. Ces traitements sont souvent utilisés en association. Ils ont des effets directs, mais aussi ils induisent évidemment un déficit immunitaire. Et donc il y a un risque pour les patients d'avoir des infections et éventuellement des cancers. Et certains médicaments ont une toxicité propre. Et c'est le cas particulier notamment pour les anticalcinurines qui sont toxiques pour le rein. Alors, vous connaissez maintenant la réponse immunitaire adaptative. Donc, on peut bloquer à différents niveaux cette réponse. Soit au niveau de la présentation d'antigènes, par exemple en bloquant la migration et la maturation de cellules dendritiques. On peut aussi bloquer l'activation et la prolifération des lymphocytes T, la migration des lymphocytes et ou l'infiltration des lymphocytes T activés dans les tissus, ou enfin on peut dépléter une population ou l'ensemble des lymphocytes T et ou B. Alors il y a beaucoup de ces molécules qui bloquent la prolifération des lymphocytes T. Donc on va revoir ensemble la prolifération des lymphocytes T pour voir à quel niveau ces molécules sont capables de bloquer la réponse immunitaire. Donc il y a trois signaux dans l'activation des lymphocytes T. Le premier signal, c'est le signal qui fait suite à la reconnaissance de l'antigène présenté ici dans le contexte des molécules HLA de classe 2, qui est reconnu par le récepteur T qui, vous vous souvenez, est associé aux molécules CD3. Le deuxième signal, c'est le signal de co-stimulation qui est indispensable, on va le revoir, mais vous l'avez déjà vu, à l'activation du lymphocyte T. Et le troisième signal est fourni par l'IL2, l'interleukine 2, qui est produite par le lymphocyte T activé. Donc on va revoir en détail ces trois signaux et les molécules qui peuvent être utilisées pour inhiber ces étapes. Alors le premier signal, c'est donc la reconnaissance du peptide antigénique dans le contexte des molécules HLA de classe 2, donc reconnu par le TCR. Et vous vous souvenez que c'est la molécule CD3 qui a des domaines intracytoplasmiques qui sont associés à des motifs ITAM qui vont se phosphoryler. Donc c'est ce CD3 qui transmet le signal dans la cellule avec l'activation de ZAP70 ici, suite encore une fois à l'activation de CD3 après reconnaissance du peptide antigénique. Donc cette activation via CD3 va aboutir à l'augmentation du calcium à l'intérieur de la cellule et ensuite à l'activation de la calcinurine. Alors la calcinurine, elle est très importante pour l'activation de la lymphocyte T, donc vous la voyez ici, donc elle s'active en présence de calcium et ça va aboutir à la déphosphorylation d'un facteur de transcription qui s'appelle NFAT, qui va donc pouvoir migrer dans le noyau pour s'associer à son site de fixation dans l'ADN. Donc vous voyez ici comment se passe l'activation de NFAT. Le calcium intracellulaire augmente, d'où activation de la calcinurine, translocation de NFAT après déphosphorylation et donc transcription des gènes. Alors, l'activation, la translocation de NFAT est absolument indispensable à la transcription des gènes de l'IL2. Néanmoins, elle n'est pas suffisante. Il faut aussi qu'il y ait d'activation ici de NF-κB ou de APA qui est formé par le complexe Foss-John.
Ensuite, le signal important, puisque je vous dis qu'il ne suffit pas d'activer NFAT, il faut aussi activer AP1 NF-kappa B. Ce deuxième signal, absolument indispensable à l'activation de lymphocyte T, c'est le signal de costimulation, fourni habituellement par la reconnaissance, l'activation, la liaison de CD80-86 qui sont exprimés sur la cellule présentant l'antigène, liaison au récepteur de costimulation CD28 qui est présent sur tous les lymphocytes CD4, au moins une partie des CD8, avec une amplification fournie par l'activation via CD40. Et ce deuxième signal va donc aboutir à l'activation de ce qu'on appelle les MAP kinases qui sont nécessaires à l'activation de AP1. Alors, il y a tout un tas de molécules, soit de costimulation, soit des molécules inhibitrices, qui vont réguler les réponses lymphocytaires T. Ici, vous avez par exemple CD28, dont je vous parlais à l'instant, qui est probablement le récepteur de costimulation majeur des lymphocytes T CD4. Quand il interagit avec CD80-86, on a un signal positif d'activation du lymphocyte T. Par contre, si CD80-86 interagit avec la molécule CTLA4, qui est présente notamment sur les T régulatrices, à ce moment-là, vous avez un signal négatif. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de couples de molécules, par exemple PD1, PD1, qui peut interagir avec PDL1, PDL2, qui va aussi donner un signal négatif dans la cellule. Donc, si on veut stimuler la réponse immunitaire, on peut par exemple empêcher les réponses, le signal négatif. C'est ce qu'on fait, pas du tout dans le contexte de l'immunosuppression, mais dans le cancer. On va bloquer l'inhibition via PD1 par un anticorps anti-PD1. Et là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est inhiber les réponses immunitaires. Donc, dans ces cas-là, on pourrait, par exemple, inhiber la molécule CD28. Ou alors, on va le voir, mimer le CTLA4, hein, puisqu'on veut diminuer la réponse immunitaire. Vous pouvez m'arrêter, évidemment, si vous avez des questions. Hein. Après, vous voyez qu'il y a pas mal de couples, pour lesquels d'ailleurs, des fois, on ne connaît pas le récepteur ou le ligand. CD40 ligand est très connu comme un récepteur activateur. Puis là, ici, vous avez TIM3, LAC3, qui sont les KIR éventuellement, qui sont des molécules inhibitrices. Alors, si vous avez un premier signal de la cellule, donc la reconnaissance de l'antigène sans signal 2, c'est l'anergie. Par contre, si vous avez les deux signaux, à ce moment-là, vous avez un passage possible de G0 à G1, donc la transformation lymphoblastique et la transcription des gènes de l'IL2. Alors l'activation des MAP kinases, vous la voyez là, donc c'est suite à l'activation via CD28 ici, comme c'est noté. Et la cascade des MAP kinases va aboutir à l'activation de deux molécules Phos et John qui vont former un complexe ici qui est l'AP1 et qui va pouvoir se lier dans le noyau. Tout ça, ça se passe dans le noyau. Là, on est dans le noyau. Les MAP kinases activées va passer dans le noyau et ça va permettre la cascade d'activation de Phos John, donc de l'AP1, et donc la transcription des gènes de l'IL2. Et il faut également qu'il y ait une activation de NF-kappa B. NF-kappa B qui circule associé à un inhibiteur I-kappa B dans le cytoplasme. Et l'activation de la protéine kinase C va pouvoir libérer NF-kappa B de son inhibiteur I-kappa B. Du coup, NF-kappa B va être transloqué dans le noyau et va là aussi pouvoir se fixer sur l'endroit de fixation, sa séquence de fixation sur l'ADN. Et donc, activation de NFAT, NF-kappa B et AP1 va permettre la transcription des gènes de l'IL2. Alors, ensuite, le troisième signal, c'est la signalisation via
mTOR pour mammalian target of rapamycin, ici. Vous souvenez que le lymphocyte T activé via son récepteur va exprimer CD25, qui est la chaîne de haute affinité, la chaîne alpha de haute affinité du récepteur à l'IL2. Et suite à la liaison de l'IL2 sur son récepteur de haute affinité, activation de PI3 kinase, je crois que c'est voilà, IL2, JAK3, mTOR, et du coup activation des cyclines et du cycle cellulaire avec passage de G0 en G1 puis phase S. Donc c'est la fixation de l'IL2 sur son récepteur de forte affinité, donc qui contient les chaînes bêta-gamma qui sont exprimées de façon constitutive sur le lymphocyte T, associées au JAK, chacun JAK3. L'IL2 se fixe, il va y avoir une phosphorylation donc des Janus kinases JAK1, JAK3, phosphorylation du récepteur par les JAK activés, et ensuite activation de la PI3 kinase et de la voie mTOR. Le complexe PI3 kinase actor va activer un facteur de transcription E2F qui permet la synthèse des gènes de l'ADN et des gènes de régulation des cyclines, qui donc permet la poursuite du cycle cellulaire et la prolifération des lymphocytes T. C'est ce que vous voyez ici. Donc fixation de l'interleukine 2, activation de mTOR, activation des cyclines, et grâce à la voie de novo de synthèse des purines, vous avez une prolifération, un passage en cycle du lymphocyte T. Donc si on résume les sites d'action des immunosuppresseurs, maintenant qu'on a revu, mais vous avez dû déjà le voir, hein, l'activation des lymphocytes T, si on prend dans l'ordre, on peut bloquer le CD3, enfin par un anticorps anti-CD3 qui va dépléter en partie les lymphocytes T, on va le voir, et puis aussi empêcher l'action de l'activation des T. Ensuite, on peut inhiber la calcinurine, qui je vous l'ai dit est indispensable à l'activation de NF-AT, c'est la cyclosporine et le tacrolimus. On peut bloquer le signal de costimulation, soit par un anticorps anti-CD40, l'anticorps monoclonal anti-CD154, qui est l'autre nom ici de CD40 ligand. Donc on bloque la costimulation. On peut aussi mimer la molécule inhibitrice qui est CTLA4, c'est-à-dire que 80-86 va être bloqué, on va le voir, par CTLA4-IG, donc il n'y aura pas de deuxième signal. Ensuite, on peut bloquer le CD25, donc la chaîne alpha du récepteur de haute affinité pour l'IL2. On peut inhiber la voie mTOR, c'est le sirolimus et les verolimus. On peut bloquer les JAK, enfin en tout cas on a un JAK3 inhibiteur. Et puis on peut bloquer les nucléotides, enfin le cycle, soit par l'azatioprine, qui est un inhibiteur des purines, soit par l'eflunomide, qui est un inhibiteur des pyrimidiques. Et on peut aussi bloquer d'autres récepteurs sur le lymphocyte T et entraîner une déplétion, par exemple l'anticorps anti-CD52. Donc vous voyez que, oui. Ouais, je vais vous le décrire après. Je vais vous expliquer comment certains bloquent soit tous les T, soit tous les lymphocytes. Je vais vous expliquer ça. Ça, c'est une petite introduction générale. Et après, on va revoir en détail les différentes molécules. Alors, comment on classe les immunosuppresseurs? Il y a les inhibiteurs de la transcription des cytokines, c'est les inhibiteurs du premier signal. Donc, c'est essentiellement les anticalcinurines qui empêchent la translocation de NF-AT. Il y a les inhibiteurs du deuxième signal. Donc, il y a les corticoïdes qui sont très utilisés. Et puis des biomédicaments comme l'anticorps anti-CD40 ligand ou CTLA4-IG. Il y a des inhibiteurs de l'action des cytokines, donc du troisième signal, anticorps anti-CD25 et inhibiteur mTOR.
Il y a l'inhibiteur de la synthèse des acides nucléiques, base pyrimidique, comme je vous le disais, le léflunomide, base purique, il y a l'azatioprine et le mycophénolate mefétyle, les antifoliques, comme le méthotrexate, et les alkylants qui bloquent beaucoup plus tard, ils bloquent le cycle cellulaire en phase G2. Donc ça, c'est les molécules qui sont les plus utilisées. Et puis, comme je vous le disais, il y a des anticorps qui sont lymphopéniants. Donc, soit des anticorps polyclonaux comme les globulines antithymocytes, qu'on appelle aussi en abrégé les ATG, qui sont des anticorps polyclonaux qui bloquent et qui déplètent les lymphocytes T, qui sont utilisés au moment de l'induction après une greffe, juste au moment de la greffe, ou des anticorps monoclonaux comme l'OKT3, qui est un anticorps anti-CD3, et qui a un effet mixte, à la fois déplétant, il déplète à peu près 20% du pool de lymphocytes T, et aussi il inhibe le premier signal en inhibant encore une fois le signal via CD3. L'alemtuzumab, c'est donc ce monoclonal anti-CD52. Alors lui, il va dépléter de façon massive et les T et les B. Donc c'est vraiment très immunosuppresseur. C'est utilisé en greffe de cellules souches humaines et dans une maladie neurologique qu'on appelle la sclérose en plaques, la CEP. C'est aussi parfois utilisé en induction en transplantation cœur et poumon. Et puis il y a un anticorps qu'on utilise beaucoup dans un certain nombre de pathologies, qui est le rituximab, qui est un anticorps monoclonal humanisé anti-CD20. Donc le CD20, c'est un marqueur spécifique des lymphocytes B. Et donc cet anticorps déplète de façon massive les lymphocytes B. Et il est utilisé dans les lymphomes non-hodgkiniens, dans les syndromes prolifératifs post-transplantation CD20+, qui sont induits par un virus qu'on appelle l'EBV, l'Epstein-Barr virus, qui se fixe sur CD20. Et donc le rituximab marche très bien, même en monothérapie, dans les syndromes prolifératifs post-transplantation. C'est aussi utilisé dans les rejets aigus humoraux, avec les immunoglobulines intraveineuses et les échanges plasmatiques. Et c'est utilisé dans les formes résistantes de certaines maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde résistante au TNF, le Wegener, dans un certain nombre de pathologies qui sont notées sur cette diapositive. Et quand on prescrit du rituximab, il faut surveiller le taux des lymphocytes B circulants. Alors maintenant, on va revenir un peu plus spécifiquement sur les autres inhibiteurs de la réponse immunitaire T. Donc, inhibiteurs du premier signal, c'est essentiellement les anticalcinurines, donc la cyclosporina et le tacrolimus. La cyclosporina, c'est un décapeptide cyclique lipophile qui a été isolé à partir d'un champignon. C'est une molécule qui est hautement spécifique des lymphocytes T, puisqu'elle inhibe NF-AT, AP1 et NF-κB. Ça marche très tôt dans l'induction de la réponse. C'est au moment juste après la reconnaissance de l'antigène, il y a l'activation de la calcinurine. Et puis le tacrolimus qui est assez voisin, qui a été développé un peu plus tard, qui est un macrolide cyclique isolé aussi d'un micro-organisme tellurique. Alors, comment ça marche? C'est un complexe que vous voyez ici, qui est un complexe entre la cyclosporina et la cyclophiline, qui va pouvoir inhiber la calcinurine. Et c'est la même chose pour le tacrolimus. Il y a de la musique? Ouais. C'est le complexe FK506, c'est-à-dire tacro et FKBP, qui inhibe la calcinurine. Alors, qu'est-ce que font les anticalcinurines? Ils diminuent les cytokines à la fois TH1 et TH2. Ici, vous avez les cytokines TH1 qui sont en rouge, IL2, et interféron gamma, TNF, et ça diminue aussi les autres cytokines, IL4, IL5, IL13. Ça diminue l'expression de CD40 ligands et de fastigants. L'IL10 n'est pas modifié, et le TGF est augmenté, TGF-bêta. Et par contre, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait une moindre induction
de TGF-bêta avec le tacrolimus par rapport à la cyclosporine, ce qui pourrait contribuer à l'augmentation du TGF-bêta en soi, peut contribuer à l'action immunosuppressive, parce que vous savez que le TGF-bêta est une des cytokines immunosuppressives avec les L10. Quelles sont les cellules qui produisent le TGF-bêta? Parmi les lymphocytes T, par exemple. Je crois que j'ai entendu la réponse. Oui, les T régulateurs, très bien. Alors, les indications des anticalcineurines, c'est essentiellement la prévention ou le traitement de rejet de greffe en transplantation, soit les greffes d'organes solides, soit les greffes de moelle. Et puis, il y a quelques indications hors greffe de la cyclosporina qui sont de moins en moins fréquentes. Alors, comme je sais que la dernière fois, vous m'avez expliqué que vous étiez beaucoup plutôt des scientifiques que du côté médical, de fac de médecine, donc j'ai évité de vous faire toutes les immunosuppresseurs en pratique clinique. Donc je vais juste vous dire un mot sur la néphrotoxicité des anticalcineurines. C'est un vrai problème pour les cliniciens parce que en soi, les anticalcineurines sont toxiques pour le rein. Et ils sont toxiques pour le rein pour deux raisons. C'est que, un, ils entraînent des lésions toxiques directes sur les cellules tubulaires. Et deuxièmement, ils induisent de la vasoconstriction chronique et donc des lésions endothéliales avec de l'ischémie d'aval. Tout ça va faire qu'il va y avoir potentiellement une apoptose des cellules tubulaires, des cellules interstitielles et endothéliales, un infiltrant de macrophages. Et l'ischémie d'aval liée à la vasoconstriction va induire la sécrétion de facteurs de prolifération fibroblastique ou de facteurs profibrosants comme le TGF. Et donc on a des lésions d'artériolopathie, de fibrose interstitielle qui, à l'extrême, peuvent entraîner de la glomérulosclérose, donc de l'insuffisance rénale assez avancée. Et comme la cyclosporine est éliminée par le rein, si on a une insuffisance rénale, il y a une augmentation du taux de la cyclosporine avec l'insuffisance rénale. C'est mécanique, parce que c'est éliminé par le rein, et du coup potentiellement une augmentation de la néphrotoxicité de ces molécules. Donc en pratique, c'est vrai qu'il faut qu'on dose le taux de cyclosporine ou de tacrolimus régulièrement, le taux résiduel, pour adapter la dose de médicaments que vous donnez aux malades en fonction du taux plasmatique de cyclotacro, sachant qu'on a une cible de taux plasmatique qui va dépendre des situations cliniques. Ça ne va pas être le même juste après la greffe, par exemple, que longtemps après. Alors, les anticalcineurines sont des immunosuppresseurs très efficaces. On a du mal à s'en passer en transplantation d'organes, d'autant qu'ils agissent au tout début de la réponse immunitaire, donc avant que le lymphocyte T s'active. Si vous donnez par contre de la cyclosporina ou du tacrolimus une fois que les lymphocytes T sont déjà activés, c'est sûr que ça va marcher moins bien. S'il y a un rejet et que le lymphocyte T est déjà activé, c'est pas forcément le traitement idéal. C'est pour ça que c'est important pour comprendre ce qu'on donne comme immunosuppresseur, de savoir à quel endroit de l'activation ça agit. Donc la cyclosporina, on sait qu'elle n'inhibe que 50% de l'activité calcineurine des lymphocytes périphériques. Comme je vous le disais à l'instant, que les lymphocytes activés sont résistants à l'action de la cyclosporina, puisque c'est déjà en aval. Et pourquoi il y a une certaine limite dans l'efficacité aussi, c'est que NFAT pourrait être activé par une voie qui est calcineurine indépendante. Enfin, comme je vous le disais à l'instant avec la toxicité rénale, il y a parfois des difficultés à trouver le bon ratio entre l'efficacité et la toxicité. Donc il faut être efficace pour prévenir le rejet, mais il ne faut pas à la fois être trop toxique, notamment sur le rein. Tout en sachant que le tacrolimus, il est 10 à 100 fois plus puissant que la cyclosporine. Ok, donc on va passer au deuxième signal.
Donc toujours cette figure avec les facteurs de transcription des gènes de l'IL2, NFAT, AP1 et voilà. NF-kappa B ne figure pas ici, si il est là, pardon. Donc il faut un deuxième signal de co-stimulation pour activer les gènes de l'IL2 et il y a une action synergique. Alors ici vous avez indiqué les couples récepteurs-ligands qui sont impliqués dans la co-stimulation lymphocytaire et vous voyez tout de suite que certains sont exprimés à la surface de tous les lymphocytes ou que des lymphocytes T activés comme ICOS ou les lymphocytes T CD4 et CD8 activés. Certains sont aussi exprimés sur les B. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de tous ces couples de récepteurs. Nous, ceux qui vont nous intéresser, parce qu'ils sont développés en transplantation surtout, c'est CD28 et CD80-86. CD40, CD40 ligands, je ne vais pas vous en parler beaucoup. Et alors là encore, là on est dans la version « je veux supprimer la réponse immunitaire ». Donc j'essaye de l'interrompre, alors que dans la condition du cancer, on veut stimuler la réponse immunitaire. Et par exemple, il y a des anticorps stimulants qui sont OX40 ligands, ou OX40 ou OX40 ligands, qui vont au contraire être utilisés pour stimuler les réponses immunitaires dans le cancer. Hein, on est à l'inverse de ce qu'on veut faire en immunothérapie du cancer. Alors, un mot des corticoïdes quand même, parce qu'ils sont très utilisés. C'est des molécules qui ont des effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs puissants et qui agissent sur beaucoup de cellules, les lymphocytes T, les lymphocytes B, les cellules dendritiques, les cellules endothéliales. Ils sont lipophiles, donc ils peuvent traverser la membrane cellulaire pour s'associer à des récepteurs intracellulaires. Donc les complexes glucocorticoïdes récepteurs vont migrer dans le noyau, se fixer sur les séquences régulatrices de la transcription des gènes, soit pour les inhiber, par exemple JONK, soit pour les activer, comme IKB. Ils peuvent aussi inhiber directement des facteurs de transcription comme AP1. Ensuite, qu'est-ce qu'ils induisent? Ils induisent une diminution de la synthèse des médiateurs lipidiques comme les prostaglandines et les lymphotoxines, des cytokines pro-inflammatoires, IL1, TNF, IL6, IL8. Donc c'est pour ça qu'ils sont extrêmement utilisés dans les maladies inflammatoires chroniques. Ça induit aussi la diminution des cytokines TH1, TH2, des chimiokines. Ça empêche l'adhérence et l'extravasation leucocytaire hein, qu'on voit dans le site inflammatoire. Ça augmente l'expression de TGF-bêta. Ça peut induire un certain niveau d'apoptose des CD4. Donc ils ont de très larges indications, mais il faut absolument trouver la dose minimale efficace parce que les corticoïdes à long terme induisent beaucoup d'effets indésirables. Outre évidemment le risque infectieux qu'on connaît, ça induit de l'ostéoporose, donc un os qui est fragilisé, qui est transparent et qui peut casser, de la dyslipidémie, du diabète, de la cataracte. Et puis il y a ce gros problème qu'on appelle la corticodépendance, qui est que on va diminuer les doses de corticoïdes. On a quelqu'un qui a une maladie inflammatoire, donc on va donner une forte dose de corticoïdes au départ, puis on va essayer de diminuer la dose, jusqu'à la dose minimale efficace. Et quand on diminue la dose, les symptômes repartent. Donc à chaque fois, on est obligé de remonter la dose. Donc ça s'appelle la corticodépendance. Et dans ces cas-là, on essaie de rajouter un autre médicament pour essayer de ne pas augmenter de façon importante la dose de corticoïdes. Pardon. Alors, CTLA4-IG, c'est un agoniste de CTLA4. Donc, CTLA4, on a dit que c'était exprimé sur les T régulatrices, que ça induit un signal négatif. Donc, quand les molécules 80-86 sur la cellule présentant l'antigène se lient à CD28, on a un signal positif dans la cellule. Quand il se lie à CTLA4, on a un signal négatif. Et je vous rappelle que pour activer le T, il faut donc le premier signal de la reconnaissance du peptide, le deuxième signal qui est ce signal de co-stimulation. Et il y a deux molécules qui ont été développées, l'abatacept et le belatacept,
qui sont des agonistes CTLA4. Alors l'abatacept, il est là, il a le fragment FC d'une IgG1 et ici le domaine extracellulaire de CTLA4. Et puis si on fait de la mutagénèse, on arrive à une molécule mutée qui a été identifiée, qui est le belatacept, qui est beaucoup plus efficace que l'abatacept, qui inhibe au moins 10 fois plus, voire encore plus l'interaction avec 80-86, enfin, qui a une forte affinité pour 80-86 et qui est utilisée en transplantation d'organes. Donc vous voyez ici, le lymphocyté, il a reconnu par le TCR le peptide présenté par le complexe majeur d'histocompatibilité, et le belatacept par exemple va se lier à 80-86, donc il n'y aura plus d'interaction avec CD28, donc plus de deuxième signal, et donc pas de division cellulaire, pas de production de cytokines, anergie et apoptose de la cellule. Alors, ça a été d'abord évalué en phase 3 en transplantation rénale, où il a été montré que ça a été comparé à la cyclosporine A, qui était la molécule de référence. Et si on regardait comme endpoint primaire un endpoint composif, qui était la survie de la greffe, et évidemment du patient, et la fonction rénale, et l'incidence des rejets aigus, on a trouvé qu'il y avait une meilleure fonction rénale, qui était probablement lié à deux choses, au fait que ça marchait bien sur la prévention du rejet de greffe au long cours, et que c'est pas néphrotoxique contrairement à la cyclosporine A. Par contre, il a été montré qu'il y avait plus de rejets aigus précoces, et ce qui a été suggéré, c'est que les lymphocytes T mémoire qui expriment fortement CD2 peuvent échapper au blocage du cosignal, mais ils sont par contre ciblés par les anticalcinurines. Cette étude a été poursuivie sur le long terme, et vous voyez que vous avez toujours une meilleure fonction rénale. Là, c'est la probabilité du patient de la survie, enfin de survie à la fois du patient et de la greffe. Donc vous avez un effet qui est meilleur pour le belatacept comparé à l'anticalcinurine. Sachant que vous voyez, on est quand même à 80, un peu plus de presque 85%, quoi, 84 mois. Mais on est un peu mieux, ça s'appelle les courbes de Kaplan-Meier, je vous en ai montré, je crois, la dernière fois. Vous vous souvenez? Donc on regarde avec le temps le pourcentage de patients qui survivent et dont la greffe survit. Et on compare les deux courbes et on fait des statistiques pour voir si c'est significatif. Et là, en l'occurrence, ça l'était. Alors maintenant, les inhibiteurs de troisième signal, c'est donc le signal de progression du cycle cellulaire, la voie des mTOR. Il y a d'abord l'activation des JAK et la voie mTOR, la voie des cyclines et la prolifération cellulaire. Alors, la voie des mTOR, elle permet la progression du cycle cellulaire en régulant l'initiation de la traduction, la synthèse des protéines de progression du cycle cellulaire et la synthèse d'ADN. Si vous inhibez la voie mTOR, par exemple le sirolimus, vous inhibez la prolifération et vous inhibez la survie cellulaire, puisque l'IL2 est, vous le savez, un facteur important à la fois dans la prolifération et dans la survie des lymphocytes T. Mais il faut savoir que mTOR, la voie des mTOR, c'est pas simplement dans le lymphocyte T. Il y a beaucoup d'effets. mTOR est impliqué dans beaucoup de voies, aussi bien donc dans l'immunorégulation, ce qui est marqué ici, mais aussi dans l'activation du système immunitaire, dans le métabolisme cellulaire, ça inhibe la croissance, inhiber mTOR, ça inhibe aussi la croissance cellulaire, la prolifération, la biogénèse des mitochondries, et puis ça inhibe l'angiogénèse et la lymphangiogénèse. Et c'est pour ça que les inhibiteurs mTOR sont utilisés certes
en transplantation, mais aussi en cancéro. Hein, dans certains cancers, on utilise les inhibiteurs mTOR à forte dose. Alors, le troisième signal, il est dépendant de l'IL-2, c'est ce qu'on a vu, mais aussi il existe des signaux qui sont redondants de l'IL-2, parce que des cytokines autres que l'IL-2 peuvent induire le troisième signal, notamment l'IL-15, l'IL-21, l'IL-4, l'IL-7. Et pourquoi? C'est parce que ces récepteurs possèdent, vous le voyez ici, une chaîne gamma-C commune. Donc là, cette chaîne gamma-C, elle est commune à toutes ces cytokines, IL-15, IL-21, IL-9, IL-7. Et cette chaîne gamma-C, elle est associée à des JAK. Et quand on inhibe les JAK, et en particulier il y a un anti-JAK3 qui est commercialisé, on va inhiber non seulement l'IL-2, mais aussi l'IL-15, l'IL-21, l'IL-7, etc. Alors je ne vais pas vous redécrire tous les effets de ces cytokines, hein, vous avez dû les voir par ailleurs. En attendant, les JAK sont absolument indispensables à la signalisation de tous ces récepteurs de cytokines qui utilisent la chaîne gamma-C commune. Du coup, ça a un rôle important, le JAK a un rôle important dans l'activation des lymphocytes T dans les réponses inflammatoires. Et il y a une molécule qui est le tofacitinib, qui est un inhibiteur de JAK3, et dont on a montré qu'il modulait aussi la réponse aux lipopolysaccharides et la réponse des monocytes humains et synoviocytes au TNF. Et évidemment, beaucoup de gens ont trouvé un intérêt à moduler cette voie JAK-STAT dans les maladies inflammatoires. Alors, je ne vous l'ai pas mis, j'ai évité de vous mettre les indications de ces molécules, hein, parce que si vous ne faites pas médecine, c'est un peu compliqué, parce que ça fait appel à plein de maladies auto-immunes différentes, et ça ne sert à rien que vous soyez noyé, autant que vous reconnaissiez les mécanismes d'action de ces molécules. Le tofacitinib, aujourd'hui, il a quelques indications dans la polyarthrite rhumatoïde, mais il n'est pas trop utilisé pour l'instant en transplantation. Alors le quatrième signal, c'est le signal de prolifération clonale, de mitose et de prolifération clonale. Il faut qu'il y ait des acides nucléiques qui soient synthétisés à partir des bases puriques et pyrimidiques. Alors l'azathioprine, on en parlait tout à l'heure, donc c'est l'Immurel, c'est un antimétabolite qui est historique, hein, il est développé depuis très longtemps, il a été utilisé à la fois en transplantation et le traitement des maladies auto-immunes. C'est un analogue des purines. Donc c'est un imidazolé de synthèse qui va être transformé en 6-mercaptopurine puis en 6-inosine monophosphate, et donc il peut être incorporé dans l'ADN et produire des cassures chromosomiques. Or, de fait, du coup, l'azathioprine, et c'est la réponse à votre question, inhibe plutôt la prolifération des T activés que des B activés, parce que ça induit plutôt une déplétion en adénosine qu'en guanosine. Donc c'est un processus, je dirais, plus biochimique. Il y a un certain nombre d'effets indésirables comme la granulocytose, c'est-à-dire la baisse des polynucléaires, des problèmes hépatiques et la survenue de cancer cutané. Et depuis quelques années maintenant, il y a un test pharmacogénomique qui est important à faire avant d'initier ce traitement, parce qu'il faut dépister un déficit en thiopurinase méthyltransférase, TPMT, qui catalyse c'est une enzyme qui catalyse la méthylation des thiopurines et donc qui réduit la génération des nucléotides. Et si vous avez ce déficit, il faut baisser la dose d'Immurel, parce que si vous donnez à quelqu'un qui a le déficit la même dose d'Immurel qu'à quelqu'un qui n'a pas le déficit, vous allez avoir un effet beaucoup plus important. Et il se trouve que ce déficit a une prévalence très forte, hein, de 1 sur 300. Je ne sais pas, j'ai vu que Marie-Agnès, juste avant, vous donnait les prévalences des déficits, par exemple en properdine ou en protéines du complément en général. Et c'est des prévalences très faibles. Hein. L'angioëdème héréditaire, vous avez vu, c'est à peu près 200 familles. L'angioëdème héréditaire, c'est ce dont je vous parlais, le déficient inhibiteur. C'est 200 familles.
à peu près en France. Et là, vous avez un patient sur 300. Donc ça n'a rien à voir, c'est très fréquent et du coup ça doit être fait systématiquement avant de prescrire de l'Immurel. Et c'est encore assez prescrit parce qu'il y a un intérêt important, c'est qu'il n'est pas tératogène, donc il n'induit pas de malformation fétale et donc il peut être utilisé chez la femme jeune qui potentiellement va démarrer une grossesse. Ce qui, vous le savez, les femmes jeunes font plus souvent des maladies auto-immunes et donc peuvent avoir besoin de traitements immunosuppresseurs. Alors maintenant, le mycophénolate mofétyle, qui est très utilisé, donc qui agit sur la biosynthèse des purines. Il va agir sur l'IMP déshydrogénase, l'IMP-DH ici, et sur la voie de synthèse de novo des purines. Ça, il s'appelle le CellCept. Et donc, il pourrait agir sur plein de cellules, finalement, parce que cette voie de synthèse des nucléotides, elle est commune à un certain nombre de cellules qui prolifèrent, mais la déplétion, elle est spécifiquement lymphocytaire, parce que les lymphocytes ont la caractéristique d'être exclusivement dépendants de cette voie de synthèse des novo. Hein, et c'est pour ça que ça cible plutôt les lymphocytes T que les autres cellules. Et en plus, ça inhibe préférentiellement un des isoformes, l'isoforme 2 de l'IMPDH, qui est exprimé sélectivement sur les lymphocytes T activés. Donc ça a un effet vraiment antiprolifératif, mais aussi ça a d'autres effets, comme inhiber la synthèse des récepteurs à l'IL2 et du TNF, diminuer la glycosylation et l'expression de certaines molécules d'adhésion. Hein. Vous savez que pour faire des réactions immunitaires, il faut que les cellules se parlent, donc se rapprochent. Donc c'est important qu'elles adhèrent les unes avec les autres. C'est important que certaines cellules puissent adhérer aux cellules endothéliales et traverser l'endothélium pour arriver sur le site où le tissu, on a besoin de la réponse immunitaire. Donc ça, c'est inhibé par le CellCept, qui induit aussi un certain niveau d'apoptose des T des monocytes. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas juste l'effet antiprolifératif, mais il y a d'autres effets du CellCept. Donc le CellCept, il est très utilisé en post-transplantation, en greffe d'organes solides. Il a comme effet indésirable essentiellement des effets indésirables digestifs, avec à l'extrême une atrophie villositaire. Là, il faut arrêter le traitement, hein, parce que... Et là encore, on peut être amené à le doser, en particulier quand on a l'impression qu'on a de la toxicité, mais malheureusement, le taux résiduel de CellCept n'est pas informatif et on est obligé de faire ce qu'on appelle une AUC, c'est-à-dire une aire sous la courbe, donc de doser à différents temps, rapprocher le CellCept, donc c'est assez compliqué. Donc en particulier pour le patient, hein, c'est pas tellement compliqué pour le médecin qui le prescrit, il va prescrire AUC au lieu de prescrire résiduel, mais le patient va se taper 5 prélèvements. Donc il va trouver ça beaucoup moins drôle. Et donc du coup on ne le fait que quand il y a, on suspecte une toxicité du CellCept pour voir si le dosage qu'on donne n'est pas trop élevé. Alors le léflunomide, c'est un autre de la même classe qui inhibe cette fois-ci la dihydroorate déshydrogénase, qui est une enzyme clé de la synthèse de novo, non plus des bases puriques mais pyrimidiques. C'est une prodrogue qui est transformée en substance active qui inhibe, alors cette fois-ci, pas seulement la réponse T comme l'Immurel, mais aussi la réponse B, la glycosylation des molécules d'adhésion. Elle a été montrée comme efficace dans des modèles précliniques et de prolonger la survie d'allogreffe, mais finalement, on ne trouve pas de supériorité par rapport au CellCept. Et il y a même peut-être des rejets plus fréquents sous les phénomides par rapport au mycophénolate mofétyle. Donc actuellement, il y a peu d'indications en transplantation. Il y a des indications possibles dans la polyarthrite, du moins dans les formes sévères. Les effets indésirables, ils sont assez proches du CellCept, avec notamment des effets digestifs, mais peut-être moindres. L'intérêt du léflunomide, et c'est pour ça qu'on l'utilise de temps en temps, c'est qu'il aurait une activité intrinsèque contre le cytomégalovirus, qui est un virus, qui est un herpès virus,
qui donne des réactivations chez les patients immunodéprimés. Donc ça peut arriver chez les patients qui ont l'infection VIH, mais aussi chez les patients qui sont greffés et qui ont des immunosuppresseurs. Et habituellement, on traite par des molécules qui sont marquées ici, le ganciclovir ou le foscarnet. Mais il y a des mutants qui sont résistants à ces molécules et parfois on a beaucoup de mal à contrôler une réplication CMV chronique chez des patients transplantés. Et le CMV, ça peut donner chez les patients SIDA des rétinites, mais chez les transplantés des atteintes pulmonaires ou des atteintes digestives. Et donc, on peut être amené à donner du léflunomide, de la rava dans ces cas-là pour essayer d'avoir une activité anti-CMV, même si ce n'est pas complètement validé. En tout cas, il y a un signal vers une activation contre le CMV. Alors maintenant, les antifolates, les antifoliques, c'est le méthotrexate qui inhibe la dihydrofolate réductase, qui régule donc la synthèse de l'ADN. Ça a été utilisé initialement comme antitumoral. C'est un puissant antiprolifératif à la fois des B et des T. C'est utilisé à forte dose donc dans les greffes de cellules souches humaines et à faible dose, 7 à 15 mg par semaine, dans la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis, qui sont deux maladies inflammatoires immunomédiées, on va dire. On ne sait pas très bien par quel mécanisme réellement ça marche dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a pas mal de polyarthrite rhumatoïde qui sont quand même contrôlées par le méthotrexate. Peut-être ça aurait une action anti-inflammatoire et un effet sur le chimiotactisme des polynucléaires. En tout cas, c'est probablement pas à ces petites doses-là, ça a probablement peu d'effets antiprolifératifs B et T. Et là encore, comme tous les médicaments, il y a des effets indésirables. Donc les infections, c'est vrai avec tous les immunosuppresseurs. Il peut y avoir des troubles digestifs, des stomatites et des cytopénies sous méthotrexate. Alors les alkylants, ce sont des dérivés de moutarde à l'azote. Donc ils agissent beaucoup plus loin, ils se fixent sur un radical alcoïle de l'ADN et ça bloque le cycle cellulaire en phase G2. Donc évidemment les lymphocytes activés sont plus sensibles, aussi parce qu'il y a un système de régulation, de réparation qui est diminué dans ces cellules à renouvellement rapide. Le chef de file, c'est l'endoxan, le cyclophosphamide, qui est transformé par le CYP P450. Je ne vous en ai pas parlé, mais tous ces immunosuppresseurs, beaucoup sont métabolisés par le foie, par le cytochrome P450, et donc il y a un certain nombre d'interactions médicamenteuses. Alors, ce n'est pas le cas pour l'endoxan qui n'est pas utilisé en greffe, sauf dans les rejets aigus humoraux éventuellement. Mais la cyclosporina, le tacrolimus, moins le Cellcept, sont métabolisés par cytochrome P450. Donc, si on donne une autre molécule qui va aussi être métabolisée, inhibée ou avoir un rôle un métabolisme via ce cytochrome, et par exemple, si on met un antifongique, le malade il fait un champignon, une maladie fongique, on veut traiter, on met le voriconazole qui est un antifongique, on va devoir anticiper et baisser la dose de tacrolimus ou de cyclosporine parce qu'on sait que avec le voriconazole, cette molécule antifongique, le taux de cyclo ou de tacro va augmenter. Donc il faut bien monitorer, donc c'est assez spécifique et c'est vrai que s'il y a quelques étudiants en médecine ici, les interactions médicamenteuses, il faut toujours avoir à l'esprit quand on est clinicien. Alors c'est pas le cas de l'endoxan, l'endoxan c'est un peu particulier, ça a une activation antiproliférative, cette fois-ci un peu sur les T, mais surtout sur les lymphocytes B, donc ça va surtout impacter la production d'anticorps, et donc c'est surtout utilisé dans les maladies auto-immunes et les vascularites. Et donc, comme beaucoup de ces molécules immunosuppressives, il y a des leucopénies, donc des diminutions de globules blancs, des problèmes digestifs, et puis ce qui est très classique avec l'endoxan et qu'on prévient d'ailleurs, c'est la cystite hémorragique. Donc, on a presque plus de temps, donc je vais peut-être commencer un peu en retard. Donc ici, vous avez sur cette diapositive très jolie, je trouve, elle est bien dessinée,
un récapitulatif de tous les traitements dont on a parlé, ATG, anti-CD25, JAK3 inhibitor, inhibiteur mTOR, inhibiteur de la calcinurine, CTLA4G, l'anti-CD40 ligand, je vous en ai pas parlé, les inhibiteurs mTOR, les inhibiteurs de calcinurine, le mycophénolate mofétyle, les corticoïdes, l'anti-CD52. Je vous ai pas parlé des anti-L6, TNF, qui sont surtout utilisés dans les maladies inflammatoires. Voilà. Juste un mot sur les immunosuppresseurs vont pas tous inhiber de façon égale les réponses effectrices et régulatrices. Et si on veut réellement avoir des médicaments qui pourraient être plus immunomodulateurs et plus supprimer la réponse immunitaire, il faudrait quelque part respecter la réponse T-régulatrice, dans le contexte de la transplantation d'organes par exemple, ou des maladies auto-immunes. Et donc ce que vous voyez ici, je ne vais pas le détailler, mais que c'est dans quelle mesure ces différents immunosuppresseurs agissent surtout sur les réponses effectrices ou régulatrices. Par exemple, si vous prenez l'anti-CD52, il va tout dépléter, ou les ATG, que ce soit des T-effecteurs ou régulateurs. Les mycophénolate mofétyle aussi, à peu près tout. Par exemple, si vous prenez CTLA4G, il va plutôt respecter la fonction T-régulatrice. Donc on pourrait aller vers des combinaisons d'immunosuppresseurs qui respectent quelque part la fonction T-reg. Voilà, donc c'est en cours de réflexion. Je vais vous donner des notions très générales sur l'immunosuppression dans les maladies auto-immunes, parce que de toute façon c'est assez complexe. Ça dépend de la caractéristique des maladies, le type de maladie auto-immune, de la gravité de la poussée, du stade, est-ce que c'est en traitement d'attaque ou en traitement de maintenance? Parce qu'en général, les maladies auto-immunes ou inflammatoires, elles évoluent par poussée. Donc au moment de la poussée, il faut mettre un traitement assez fort. Et quand la poussée est jugulée, à ce moment-là, on met ce qu'on appelle un traitement de maintenance, donc plus faible. Ça dépend des caractéristiques de l'hôte, parfois de l'ethnicité. Par exemple, on sait que les Asiatiques ont une susceptibilité au CellCept, et donc il faut faire attention à la dose qu'on donne. Ça dépend de la réponse thérapeutique au traitement de première ligne. Si on fait une première ligne de traitement et qu'on n'a pas une bonne réponse, à ce moment-là, on va modifier le traitement immunosuppresseur. En transplantation, on est dans une balance. Si on ne met pas assez d'immunosuppression, on va avoir un rejet de greffe. Si on met trop d'immunosuppression, on va avoir des infections opportunistes, des syndromes lymphoprolifératifs, des cancers et de la néphrotoxicité pour les anticalcinurines. Donc les schémas thérapeutiques ils sont très divers, ils dépendent de l'organe, de l'âge du patient, de l'état d'alloimmunisation du receveur, est-ce qu'il a des anticorps contre le donneur, et beaucoup des habitudes des équipes de transplantation. Ce qui est sûr, c'est que pendant la phase d'induction, après la greffe, au moment de la greffe, on va faire un traitement assez fort, avec en général 4, à la fois des anticorps polyclonaux, des ATG le plus souvent, plus rarement des anti-CD52 ou d'anti-CD25, des corticoïdes à forte dose, des anticalcinurines et des antimétabolites, donc soit en général le mycophénolate mofétyle. Donc ça, c'est dans l'induction. Après, en maintenance, il y a ce qu'on appelle la maintenance préadaptative, qui sont dans les 3 à 6 mois qui suivent la greffe, où là, il y a un risque très important de survenue de rejet aigu. Donc on garde une immunosuppression assez importante. Donc ça se fait juste vraiment à l'induction. Après, il reste les corticoïdes, les anticalcinurines, les antimétabolites. En général, on va introduire à un certain moment, plutôt après 6 mois, un inhibiteur mTOR, parce qu'on va baisser les doses de corticoïdes, parce qu'encore une fois, on ne peut pas laisser des corticoïdes à forte dose. Donc, et on introduit des inhibiteurs mTOR après 6 mois. Alors tout ça, toutes ces molécules agissent, vous l'avez vu, sur les lymphocytes T.
Donc, dans le rejet aigu, euh, bon, et le rejet chronique, mais enfin, ce qui nous intéresse déjà, c'est de prévenir le rejet aigu. C'est souvent des rejets aigus cellulaires, donc médiés par les lymphocytes T, mais on a aussi des rejets aigus humoraux médiés par les anticorps. Ici, par exemple, vous avez un protocole de traitement du rejet humoral en transplantation cardiaque. Alors, c'est embêtant de perdre son rein quand on a été greffé du rein, mais quand on perd son cœur, c'est encore plus gênant. Donc, du coup, on peut être rapidement assez agressif dans le rejet aigu humoral en transplantation cardiaque. Donc, il y a deux situations. Comme on peut pas facilement, on va pas attendre que le malade il soit en insuffisance cardiaque pour dire il est en rejet aigu. Donc, on fait des biopsies endomyocardiques systématiques tous les mois. Alors, je sais plus exactement. Je crois que dans les 6 premiers mois, c'est tous les mois. Puis après, c'est espacé. Et parfois, on trouve des signes histologiques de rejet. Et puis, on suit aussi ce qu'on appelle les DSA, c'est les anticorps spécifiques du donneur. Et s'il y a des DSA positifs, à ce moment-là, on fait une biopsie endomyocardique et on peut trouver des signes indirects de rejet, notamment un marquage complément, c'est 4D positif. Et il y a deux situations, soit il y a une clinique évocatrice, c'est-à-dire le patient, quelque part, il a des signes d'insuffisance cardiaque, et donc on va faire des traitements très forts, les échanges plasmatiques, des faibles doses d'IVIG au départ, soit la clinique, il n'y a pas de signe de dysfonction du greffon, donc on va y aller plus mollo, je dirais. Donc on fait des immunoglobulines intraveineuses à forte dose parce qu'il a été montré d'abord in vitro puis in vivo chez les patients qu'il y avait des anticorps, des DSA, hein, des anticorps antidonneurs, des anticorps spécifiques du donneur, que les IVIG se liaient et diminuaient le titre des DSA hein, par des interactions idiotype-anti-idiotype. Donc on essaye les IVIG, on en fait des rapprochés au début. Puis si ça marche, on continue une fois par mois. Si ça ne marche pas, on rajoute du rituximab, l'anti-CD20, hein, puisque c'est dépendant des anticorps. Puis si ça ne marche pas, eh ben on arrive aux échanges plasmatiques. Donc vous voyez que les molécules qu'on utilise dans le rejet aigu humoral ne sont évidemment pas les mêmes que celles qu'on utilise dans le rejet aigu cellulaire. Donc pour conclure, je vous ai montré qu'il y avait de nombreux immunosuppresseurs qui étaient capables d'intervenir à différents niveaux de la réponse immunitaire cellulaire, qui peuvent s'associer pour obtenir un effet additif, voire synergique à moindre dose, qui est quand même l'objectif, hein, essayer de diminuer la toxicité tout en ayant une bonne efficacité. Ils sont largement utilisés dans les maladies auto-immunes et en transplantation. Ils ont parfois été testés de façon empirique. Et il est très important d'adapter le niveau d'immunodépression soit à la sévérité de la maladie auto-immune, soit au degré d'histocompatibilité donneur-receveur et d'allo-immunisation du receveur, du timing par rapport à la greffe, et ou évidemment à l'existence ou non de signes de rejet, car il y a un risque évidemment non négligeable de complications infectieuses, de lymphoprolifération ou de cancer. Il y a des nouvelles molécules ou des biomédicaments comme le CTLA4Ig, donc le belatacept, l'anti-CD40 ligand, dont la place sera à mieux définir, avec toujours le rêve des immunologistes d'induire une tolérance spécifique vis-à-vis du greffon. Il y a encore des études en cours dans cette voie-là, mais on en est malheureusement loin. Donc, je vous remercie de votre attention. Et bien sûr, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Finalement, là, est-ce qu'il y avait des étudiants de P5 de la fac de médecine ou pas? Ah ouais, il y en avait plus que la semaine dernière, hein. Enfin, qu'il y a 15 jours. Alors du coup, j'ai viré toutes les diapos un peu cliniques, mais bon, je vous l'ai dit quand même. Donc si vous avez des questions plus cliniques, venez me voir.
C'est l'un de vous qui m'avait envoyé un mail pour le cours que j'ai fait il y a 2 semaines. Là, je sais plus ce que je vous ai fait, immunopathogénèse du VIH, à qui j'ai pas répondu d'ailleurs. Non.